Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme parce que j'ai besoin de votre aide. Ou plutôt, j'ai besoin de votre avis. J'ai besoin de votre avis dans les commentaires. Parce que pour cette vidéo, je vais traiter de ce que je considère les 10 fins les plus ratées au cinéma. Et ça a été très dur de choisir. Alors bien sûr, je vous rassure, je n'ai pas choisi 10 fins de films ratés, ce serait trop facile. Parce que les films dont je vais vous parler sont au pire juste corrects. Mais la plupart d'entre eux, il y a de très fortes chances pour que vous les kiffiez. Et c'était ça, justement, qui était le plus douloureux et le plus compliqué, parce que, mine de rien, c'est pas évident de trouver des bons films qui se terminent mal. Et quand je dis se termine mal, je parle pas de simplement une bad ending, comme par exemple à la The Mist. Je parle vraiment d'une fin en mode, c'est tout, c'est ça, ok, bon... Voire carrément, non mais attends, qu'est-ce que c'est que cette fin? C'est quoi ce foutage de gueule? Moi j'ai l'impression qu'il y a deux choses qui sont très compliquées à pouvoir gérer correctement dans un film. C'est l'intro, parce qu'une intro réussie, c'est ce qui vous met dans le bain, c'est ce qui vous met dans le film, c'est ce qui vous captive, c'est ce qui, voilà, c'est vous rentrez dedans direct. Et justement, si le film a des longueurs, au moins la scène d'intro vous a bien préparé, vous a bien chauffé. Et on pardonne par la suite les petites longueurs, les trucs dont on se passerait, etc. Et s'il y a bien une autre chose qui est indispensable, c'est une fin réussie. Parce que quand une fin est ratée, on a le sentiment d'avoir passé 1h30, 2h, 3h, assis pour rien. Quand un film se termine de façon correcte, de façon épique, de façon grandiose, ce que vous voulez, on garde une grande satisfaction justement du spectacle, même si le film est juste moyen, voire carrément raté. Mais honnêtement, si le film est foiré, si je m'ennuie pendant tout le film, mais que la fin est quand même bien amorcée, bien gérée, voilà, j'accorde une seconde chance à l'œuvre. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Par exemple, Killer of the Flower Moon, pour moi, c'était une torture, et j'estime que la fin, le plan final, mine de rien, m'a un petit peu fait plaisir. Ce plan où on voit les Indiens en train de faire leur tam-tam, etc. Le plan avec la caméra qui s'envole, c'est une très belle photographie. Bon, ok, ça répare pas les 3 heures où je me suis ennuyé comme un rat mort, mais au moins, je retiens que pour la fin, ils nous ont quand même servi un très beau plan, très belles images, Je suis sorti de la salle frustré, mais pas énervé. C'est important. C'est bon, j'ai réussi à me faire comprendre. Évidemment, vous vous doutez que cette vidéo sera full spoiler, donc faites bien attention à cette vidéo, parce que j'expliquerai la fin de chacun des films dont je vais parler. C'est pour ça que j'ai bien fait en sorte de mettre un chapitrage, donc vous verrez les films dont je vais parler. Donc c'est pour ça, si vous voulez pas être spoilé pour tel ou tel film que je suis en train de traiter, vous avancez directement, vous passez, voilà. Je préviens, hein. En numéro 10, on va commencer avec Sing de Mr. Night Shyamalan. Alors, je sais que parmi vous, beaucoup d'entre vous vont considérer Sing comme mauvais. Je peux comprendre, je peux entendre, mais pour autant, c'est un film que j'aime bien, parce qu'il m'a quand même, fait pas mal flipper, notamment, on se rappelle tous de la scène de l'anniversaire, que je vais pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il y a des tas de choses à souligner, des tas de choses qui m'ont fait flipper dans ce film. La scène, par exemple, aussi du champ de maïs, là où Mel Gibson va avec sa lampe là, pour essayer de cramer s'il y a des mecs dans le champ de maïs. Et puis, il y a des tas et des tas de choses à dire, et Karim Debache a très bien résumé le film pour moi dans sa vidéo sur Chroma ou Crost, je me souviens plus. Quoi qu'il en soit, je vais pas m'attarder là-dessus, si ce n'est le plus gros défaut de Shyamalan, c'est de nous proposer des personnages qui n'ont aucune émotion. Le mec, c'était du Nolan avant l'heure, quoi. C'est-à-dire qu'il prend tous les acteurs les plus famous du moment et il arrive à leur extirper toute forme d'âme, toute forme d'expression faciale, ce que vous voulez. À quoi ça sert d'engager des Mel Gibson ou des Mark Wahlberg, et si c'est pour que les mecs aient des airs strictement monolithiques. Et ça, c'est le cas surtout pour Sing ou encore Phénomène, des personnages qui sont en mode poker face, quoi. Et on n'est pas là pour parler de ça, on doit parler de la fin de Sing. Et la fin de Sing, c'est quoi? C'est l'invasion extraterrestre, qu'on ne voit pas, qu'on entend juste à travers la radio, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est bien ce côté où on ne voit rien, on imagine. J'ai trouvé ça efficace, quoi. Pas de trucs super spectaculaires, c'est-à-dire pas de soucoupe volante qui arrive, qui dézingue des villes entières avec des gens qui hurlent en courant. Non, là c'est en mode on ne sait rien, on ne sait absolument rien de ce qui se passe. On voit juste cette famille qui est en train de se terrer dans la cave. C'est intéressant, mais au bout d'un moment, pour une raison vaguement explicable, enfin c'est expliqué, mais perso c'est moyennement convaincant. Les extraterrestres finissent par se barrer, sauf un qui a décidé de rester dans la maison de la famille pour se venger, parce que Mel Gibson lui aurait coupé 2 doigts auparavant, et pour se venger, avec sa main, il envoie un gaz toxique dans la tronche de son fils, et par un ressort scénaristique un peu trop facile pour moi, Gibson arrive à glisser un message quasi télépathique à son frère pour qu'il dézingue l'alien à coups de batte de baseball sans que ce dernier puisse réagir. Je pense que ça veut tout dire. Cette fin était pour moi juste éclatée, pas forcément nulle, pas forcément mauvaise, enfin ça dépend du point de vue, mais on aurait peut-être pu avoir quelque chose d'un peu plus dark à la rigueur. J'aurais préféré pour le coup une bad end, à savoir l'humanité disparaît, on finit gazé par les aliens, j'en sais rien. Ça aurait été bien de faire un truc un peu darkos, comme ce qui était préparé par le film. Le film nous prépare à quelque chose de vraiment dark.
Puis bon, bah non, ça termine vraiment sur une happy ending à tous les niveaux, quoi. On apprend qu'il se barre de la planète, il se casse, finalement il lâche l'affaire, la famille s'en sort, le gamin est sauvé in extremis. Oh, bon, bref, en tout cas, pour moi, c'était une fin ratée pour un film qui est pas si mauvais, hein. Je sais, encore une fois, que beaucoup d'entre vous n'apprécient pas spécialement Signe, mais c'est pas pour autant un nanar, ni un navet, ni une torture à voir, quoi. Il faut juste se mettre dans le mindset de Shalaman, à savoir un film avec des personnages, avec des expressions faciales vraiment très, très monolithiques et une histoire, on va dire, assez particulière. En soi, la grosse force de ce film, c'est d'avoir une âme, une originalité, et c'est ça justement la force de Shalaman, quand il faisait des bons films. En numéro 9, Spectre. Alors, je sais que pour beaucoup d'entre vous, Spectre n'est pas le meilleur des James Bond de Daniel Craig. Et pour moi, honnêtement, c'est sans doute le pire. Celui-là a été réalisé par Sam Mendes, celui qui nous avait réalisé Skyfall. Skyfall était très bien, même si malheureusement ils ont trop voulu jouer sur le côté pathos, à savoir le passé de Bond, qui retourne chez lui, où est-ce qu'il a grandi, etc. Ça faisait un petit peu de mélo, j'avais un peu du mal avec ça. Heureusement, c'était sauvé par la maîtrise artistique et photographique de Sam Mendes, le relationnel avec M qui était super bien travaillé, comme dans tous les autres James Bond. Alors Spectre, pour moi, c'est, on ressent bien la patte esthétique de Sam Mendes, mais cette fois, là, il y a tous les défauts qui surviennent, à savoir une mise en scène quand même très prétentieuse, une action qui est plutôt très moyenne en termes visuels. Bien sûr, la scène du début est très bien, elle est très bonne, hein, la scène dans le carnaval de Mexico, mais alors la suite... Bon voilà quoi, l'histoire du frangin qui surgit, qui se venge de son grand frère, ou je sais pas quoi, le petit frère joué par Christopher Waltz. Bon, moi perso j'ai trouvé ça un peu... Disons qu'on est très très loin du réalisme brutal et cette espèce de réal politique comme on avait droit dans Quantum of Solace ou encore Casino Royale. Là on est encore dans autre chose. Et j'ai trouvé la fin complètement pétée, à savoir la copine de Bond qui se retrouve coincée dans un bâtiment qui est prêt à exploser, vraiment le cliché total, quoi, le héros qui doit sauver la fille qui est en passe d'exploser parce qu'il y a une bombe qui est planquée derrière sa chaise ou je sais pas quoi. Et alors quand il se barre via le bateau du bâtiment avant qu'il explose, avant qu'il soit réduit en poussière, il y a Bond qui arrive à coucher un hélicoptère. Enfin, moi, ça m'a choqué. Je suis pas un expert en armement, mais ça m'étonnerait qu'un petit Walter PPK, qui est même pas chambré en 9 mm, arrive à coucher un hélicoptère à quoi, peut-être, je sais pas, 150, 200 mètres. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Genre, avec son petit pétard, il arrive, après quelques coups, bien sûr, parce que forcément, il le touche pas directement, hein, ce serait trop facile. Voilà, au bout d'un moment, il arrive à toucher le moteur, enfin, la balle arrive à traverser, mais... C'est possible, franchement, s'il y a des experts en armes qui me le disent, c'est possible qu'un petit flingue comme ça puisse dégommer un hélicoptère militaire, je sais pas quoi, commercial, enfin ce que vous voulez, un hélicoptère quoi, parce que je pense pas que ça se couche comme ça, à vrai dire. Enfin, vous pouvez m'expliquer quoi? Il y a des films où on voit les mecs tirer sur les hélicos à coups de Kalachnikov, je sais pas, à coups de mitrailleuse lourde, les trucs, ça leur fait que dalle, et là, juste avec un petit pistolet, le mec il arrive à coucher un gros hélico. Enfin, j'ai trouvé cette fin juste grotesque. Enfin, c'était pas la peine de nous sortir du réalisme à foison dans les bastons, dans les courses-poursuites, machin, dans les James Bond précédents, pour nous sortir un truc pareil, je veux dire, à savoir un hélico qui est couché par un petit pistolet. Bon, encore une fois, j'ai pas la certitude que c'est possible ou impossible, mais voilà, je pense que c'est un petit peu tiré par les cheveux, cette histoire d'hélicoptère qui est couché au petit flingue. Puis bien sûr, là, c'était une fin facile, beaucoup trop facile, et indigne de ce que nous propose en général un réalisateur grandiose comme Sam Mendes, qui est pour rappel le réalisateur d'American Beauty. C'est quand même pas rien. Et c'est également le réalisateur des Sentiers de la Perdition. Grand film que je vous conseille. En numéro 8, No Country for All Men. Qu'est-ce que c'est que cette fin? Alors, bien sûr, je sais que le film est tiré d'un bouquin que je n'ai pas lu, mais je suis d'accord pour dire que le film est très bon. Oui, très belle photographie, vraiment. Moi, j'adore les films de Cohen en général. Ils ont vraiment des frères Cohen. Ils ont une esthétique vraiment propre à eux, quoi. Ils ont ce quelque chose dans cette patte graphique. Je suis pas spécialement fan des histoires en général, mais je peux me laisser porter juste par la mise en scène. Par exemple, ce film avec Nicolas Cage, je me souviens plus où il doit chercher un gamin, mais regardez ce film, on dirait un cartoon, quoi. C'est juste hallucinant la façon dont l'histoire est mise en scène. Enfin, ça c'est encore autre chose. Mais pour revenir à No Country for All Men, excusez-moi, c'est que on suit une course-poursuite, enfin une chasse à l'homme entre un psychopathe joué par Javier Bardem et Josh Brolin. Enfin, le mec, il essaie de se barrer, il essaie de se mettre tranquille avec sa mallette de cash pour échapper à des cartels. Donc on suit ce mec depuis le début. Il est quand même poursuivi par des mecs vraiment dangereux et énervés. Et puis finalement, il finit par se faire buter dans l'indifférence générale. On voit même pas la scène. On apprend juste qu'il s'est fait dégommer dans une chambre d'hôtel par des mecs du cartel. On arrive après les faits. Ça se termine comme ça. Et après, on a également la scène où le méchant vient voir la copine de Josh Brolin et on reste sur le suspense à savoir s'il l'a buté ou non.
on n'en sait rien. Bon, moi, je pense qu'il a buté, parce que voilà, le mec est... Hein, et comment dire, et ben après, on a Tommy Lee Jones qui rentre chez lui, voilà, qui est un peu désabusé, mais qu'est-ce que c'est que cette fin, quoi? C'est une fin qui est ennuyante, qui est chiante, et qui... Ah, pourtant, il y avait un gros potentiel, c'est-à-dire que depuis le début, on était dans le truc, vraiment dès la première seconde, où ça démarre tout doucement, voilà, il y a l'ambiance très western, désertique, etc. On attend un dénouement final de dingue, parce que vraiment, on est accroché, puis finalement, on a ça, et c'est pas genre une fin qui finit comme ça, c'est une fin vraiment qui est en mode... Je veux dire, voilà, ça prend son temps, c'est une fin qui prend son temps, trop son temps en fait. Et perso, j'ai trouvé ça décevant. En numéro 7, Indiana Jones 5. Eh ouais, je vous voyais venir, vous pensiez que j'allais parler de la fin d'Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Bah oui, techniquement, j'aurais pu parler de ce film, j'aurais pu parler de cette fin vraiment tirée par les cheveux avec les aliens, tout ça machin. Mais honnêtement, ça va être compliqué de faire pire que Indiana Jones 5. Après, moi, j'avais bien aimé la fin du 4, à savoir, Indiana Jones se marie avec sa femme, quoi, et on les voit partir de l'église avec la porte qui s'ouvre, le vent qui embarque le chapeau. Oui, au dernier moment, t'as Indy qui récupère le chapeau, qui le met sur sa tête. Ça, c'était plein de bonnes vibes. Sauf que la fin, c'est pas genre en mode le plan final est terminé, c'est pas genre en mode, allez, les 2 dernières minutes sont rushées, et basta. Non, c'est vraiment toute la fin qui est foirée, comme... la plupart du film en réalité, mais je trouve que pour la fin, ils auraient au moins pu sauver les meubles. Et la fin, c'est quoi? C'est Indy qui remonte le temps du côté de, voilà, en je sais pas combien avant Jésus-Christ, du temps des Romains, tout ça, où il se retrouve devant Archimède, avec les Allemands, là, l'avion. Finalement, il veut rester dans le passé, mais il y a sa cousine, enfin, ou sa nièce, qui lui met un pain dans la tronche pour le ramener. Ok, d'accord, et après, ça se termine, on le voit dans son appart, se réveiller, il y a une discussion lunaire entre lui et son ex-femme, avec la nièce qui se barre, et à la fin, ce plan où il récupère le chapeau, enfin, qu'est-ce que c'était que ça, quoi? Comment un film, avec autant de budget, avec, avec autant d'idées, parce que le film a des idées, quand même, c'est pas un film qui est... oui, on a tous été déçus, oui, on l'a tous trouvé mauvais, mais il y avait quand même des idées, il y avait quand même... Enfin, il y a toujours des idées pour Indiana Jones, c'est pas compliqué. L'aventure, les films d'aventure, c'est bien, justement... le genre de film où en termes d'idées, le potentiel est inépuisable. Et pourtant, ils ont réussi à planter cette fin alors qu'il aurait simplement suffi de terminer sur quelque chose d'un peu plus, je sais pas, d'un peu plus épique, d'un peu plus... Enfin, de différent, quoi, de simplement différent. Et là, on a juste ce plan où, là, il est devant son ex-femme, il se regarde, puis il récupère le chapeau. Quoi? Et cette fin, j'estime qu'elle en a rajouté en termes de... en termes de déception, et imaginez que c'était encore possible. En numéro 6, World War Z. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, ce film est mauvais, mais il faut reconnaître qu'il est pas si mal en réalité. C'est un film qui tentait des choses, qui apportait des nouveautés, qui arrivait à s'extirper du roman d'origine, à savoir le roman d'origine World War Z, c'est à la base un roman à flashback, c'est en fait un bouquin où un journaliste interviewe des personnes qui ont combattu pendant la guerre contre les zombies, la guerre contre les zombies était gagnée, et puis le mec il fait des interviews machin sur comment on fait, etc. Enfin comment ça s'est passé à l'époque. C'est un roman qui est très dark, attention, hein, moi perso il m'a mis dans le mal à pas mal de scènes, hein, c'est vraiment hardcore. Et le film, lui par contre, est beaucoup moins gore, beaucoup moins trash, et les zombies sont radicalement différents. Là on n'a pas affaire à des zombies qui marchent en mode... Là, on a affaire à des zombies qui courent vite, trop vite même, et la période d'incubation elle est aussi très différente. Dans le roman, quand vous êtes chiqué par un zombie, c'est au bout d'un jour ou deux, ça y est, vous vous transformez. Là, c'est je crois en 15-20 secondes, un truc comme ça, bim, vous êtes de l'autre côté. Le film a ses défauts, mais pour moi, ce n'est pas un mauvais film. Par contre, sa fin est mauvaise, un peu trop rushée. En soi, je suis pas contre l'idée où on voit Brad Pitt en train de s'injecter un virus parce que ces zombies-là, en gros, pour ceux qui n'ont pas peur des spoils, en gros, ces zombies-là, ils veulent contaminer uniquement les gens qui sont sains, qui n'ont pas de maladie, qui n'ont pas de pathologie, que dalle. Le truc, c'est que si un zombie croise quelqu'un qui a un cancer, je sais pas, le choléra, le typhus, je sais pas, la tuberculose, que vous voulez, les zombies vont pas toucher ce mec-là, justement parce qu'il est voué à mourir. Et donc, à la fin, Pete se plante en mode, tiens, je vais m'injecter un virus, comme ça, ils vont pas m'emmerder, ils vont passer à côté, ils vont m'esquiver, ils vont pas me calculer, pourquoi pas? C'était bien, mais le truc, après, c'est que c'était trop rushé, en mode, ça y est, ça parachute, des cargaisons de vaccins à peu près partout dans le monde, il y a la guerre contre les zombies qui est vite rushée, alors que c'est un truc qu'on aurait voulu voir justement sur une deuxième moitié de film, et à la fin on a Brad Pitt qui va rejoindre sa famille, et puis on l'entend faire un discours en mode battez-vous, hein, ne lâchez rien, survivons, enfin voilà, j'ai trouvé ça un peu rushé, un peu... voilà, pas satisfait quoi, vraiment, niveau originalité pour le coup c'était zéro quoi. Alors que le film justement grouillait d'originalité. En numéro 5, la fin de Je suis une légende, et attention, je parle pas de la fin que vous connaissez, à savoir Will Smith qui couvre sa grenade, enfin qui dégoupille sa grenade et qui se sacrifie pour que la Zouz puisse se barrer avec sa fille. Non,
il y a une autre fin, la fin alternative qui, elle, devient actuellement va devenir la fin officielle. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que Je suis une légende 2 est en préparation et Je suis une légende 2 s'appuiera sur la fin alternative de Je suis une légende. Oui, vous êtes peut-être pas au courant, mais il y a 2 fins pour Je suis une légende. Donc la fin, celle avec la grenade, celle qu'on connaît, celle qu'on a vue au cinéma et sur le DVD. Et l'autre fin, une autre fin où, même chose, les infectés bizarres débarquent dans le laboratoire. Alors en soi, on pourrait parler du film en lui-même, hein, c'est-à-dire les infectés qui ressemblent beaucoup à ceux de World War Z, qui débarquent dans le labo, ils rentrent comme ça, alors que le truc c'est un truc hyper blindé, bon bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais donc ils rentrent là-dedans, et en gros, ce qui se passe dans cette fin alternative, c'est que Will Smith, il a réussi à guérir, si je me rappelle bien, la vampire qu'il avait capturée. Le truc, c'est que le mal dominant qui vient lui mettre des coups de pression à travers la vitre, ce qu'il veut, lui, c'est récupérer sa meuf. Et en gros, Smith lui refile sa copine, et cette fin bizarre, on voit le chef, en gros, il récupère sa go et il pose sa gueule à côté de Will Smith, il se met hurler, Will Smith il dit rien, forcément il baisse les yeux parce que sinon il va se faire des boîtes. Et en gros, j'ai trouvé ça juste grotesque. Cette fin alternative était pétée, c'est pour ça que je suis sûr et certain qu'ils ont gardé l'autre fin, parce qu'elle était beaucoup plus crédible par certains aspects, mais le truc c'est que les mecs ils ont réussi à faire un virage à 180 degrés et ils vont s'axer donc sur la fin alternative pour produire le Je suis une légende 2, mais cette fin alternative pour moi est complètement éclatée, à savoir les vampires qui sont juste sans pitié envers les humains. Là pour une fois ça y est ils vont faire exception parce que Smith a réussi à guérir la zouze vampire et finalement il est pardonné parce que visiblement ils ont une conscience. Bref, j'ai trouvé ça complètement naze et voilà, je voulais la mettre dans cette liste parce que le film n'est pas mauvais en soi, j'estime que le film est bon tant qu'on voit pas les infectés. En fait, tant qu'on voit pas les infectés qui sont bizarres, en images de synthèse beaucoup trop appuyées, trop irréalistes pour moi, tant qu'on les voit pas, le film est correct. Mais une fois qu'ils sont là, j'estime que le film perd toute son essence, on n'a pas ce côté hyper réaliste comme on avait dans 28 jours plus tard par exemple, même si je sais très bien que c'est pas spécialement le but, mais bon bref, quoi qu'il en soit, pour moi, cette fin, parce que maintenant ça va devenir, il y a de très grandes chances, alors que je fais cette vidéo maintenant, à savoir en février 2024, jusqu'aux dernières nouvelles, après ce que j'ai compris, la fin alternative va prochainement devenir la fin officielle. Reste à savoir comment ça va se passer, mais il fallait que j'en parle quand même, parce que bon, voilà, comme c'est un petit peu le côté original, vas-y, là, on va pas parler vraiment d'une fin officielle, mais d'une fin alternative. Pourquoi pas? En numéro 4, le monde perdu. Alors, je sais que parmi vous, il y a de grands défenseurs du monde perdu, et moi, je fais partie des haters du monde perdu. J'estime que du côté de Jurassic Park, Jurassic World, il n'y a que Jurassic Park 1 qui suffit à lui-même. Je laisse quand même une petite chance à Fallen Kingdom, parce que pour moi, c'est peut-être celui qui est le plus proche de Jurassic Park 1. Déjà, c'est très fort au niveau de l'esthétique, c'est très propre, c'est très léché. Il est beaucoup moins enfantin que le premier Jurassic World. Et on va dire qu'il a cette maturité qui manque à ce Jurassic World précédent et au Jurassic Park 3. Mais pour revenir au monde perdu, à la fin, c'est un ovni ce film, c'est un ovni dans la carrière de Steven Spielberg et surtout c'est un ovni au sein de la propre saga de Jurassic Park. J'ai du mal à réaliser que Spielberg a fait ces deux films, tellement ils sont radicalement différents. En termes d'humour, en termes de mise en scène, en termes de tout ce que vous voulez, ces deux films n'ont presque rien à voir. J'ai pas aimé la fin avec le T-Rex qui est dans le bateau et qui arrive à bouffer tout le monde. Le T-Rex il est dans le paquebot, et il arrive à boulotter tout le personnel. Non mais je sais pas si vous êtes au courant, mais sur ce genre de bateau, enfin le bateau qu'on voit dans le film, il y a en moyenne une bonne trentaine de personnes qui bossent là-dedans, minimum. Comment le bordel il a fait pour bouffer tout le monde? Enfin, il sait pas... le T-Rex qui fait, je sais pas, 15 mètres de long, il sait pas faufiler, je sais pas, dans les couloirs, avec ses petites pattes, pour choper les mecs qui se planquaient dans des recoins, dans des placards à balai, des trucs comme ça. Comment le mec qui tient la barre s'est fait arracher la main? Mais comment c'est possible? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc le dino est libéré dans la ville, en soi le concept est intéressant, pourquoi pas, mais le truc c'est que c'est amené d'une façon... Je comprends pas, je sais pas qu'est-ce qu'a voulu nous faire Spielberg, je comprends pas trop le projet, à vrai dire. Enfin, je sais que la scène est propre, mais pour moi c'était une fin qui était bâclée, facile. Ils auraient mieux fait de rester sur l'île, je sais pas, qu'on ait un dernier combat, je sais pas, avec le T-Rex, où ils essaient de se barrer in extremis dans l'hélicoptère. Moi j'aime bien le concept d'un dino dans la ville, mais autant faire un grand film là-dessus, autant faire un Jurassic... Ils auraient dû faire un Jurassic Park 3, justement où les dinosaures se planquent dans la ville, plutôt que de nous faire chier à retourner sur l'île comme ils ont fait. Le truc c'est que il y a ça, donc le dinosaure le dino qui est dans la ville qui recherche son fiston, mais il y a en plus le méchant qui meurt de façon complètement stupide, à savoir il veut chercher le petit T-Rex, il se fait bouffer par le gros, et après à la fin le dino est ramené sur son île, et puis il y a John Hammond qui fait son discours en mode oh la vie patati patata, et enfin bref, cette fin était... je l'avais là quoi, franchement, ce film est une déception à tous les niveaux, mais j'estime que la fin n'a pas réussi à relever le niveau.
qui pourtant méritait d'être relevé, quoi, parce qu'on parle quand même d'une grosse licence et on était très nombreux, enfin je sais que beaucoup d'entre vous sont nostalgiques du 2, et le film n'a pas que des défauts, c'est pas ce que je dis, attention, mais quand on est fan du 1, vraiment fan du 1, je veux dire, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse vraiment kiffer le 2, et surtout kiffer sa fin qui est pour moi rushée, facile, et surtout très en deçà du premier volet, qui au moins se terminait de façon logique et raccord. Vous m'avez compris? En numéro 3, The Wolverine, le combat de l'immortel. Alors je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas spécialement Wolverine, le combat de l'immortel, moi perso je l'aime bien. L'esthétique est propre, les scènes d'action sont réussies, notamment la scène dans Tokyo, à l'enterrement où Wolverine se frite contre les mecs, où il les plante, etc. C'est vraiment sympa. D'ailleurs ce film avait quand même un niveau de violence un peu plus élevé que le Wolverine précédent, qui était carrément en deçà à tous les niveaux. Bon bien évidemment, le combat de l'immortel est à des années-lumière de Logan, c'est clair et net, mais je trouve qu'il y a beaucoup de qualité dans ce combat de l'immortel, et puis en plus c'est bien d'avoir montré l'histoire au Japon, tout ça. J'avais bien aimé le début avec l'explosion atomique, c'était vraiment super bien géré, enfin il y avait une certaine forme d'inventivité, ça nous mettait directement dans le bain, pour le coup c'était une très bonne intro, mais alors la fin où justement il dégomme le méchant, enfin il balance le robot voilà, dans le vide, puis après il retrouve ses griffes, il retrouve la santé parce qu'il était à moitié sur le déclin, comme pour dans Logan. Ça, plus à la fin il se retrouve dans l'aéroport avec Xavier qui vient le trouver. C'était une fin qui était rushée, facile, et très loin de ce que le film nous proposait. Et je ne suis pas d'accord pour dire que le film était mauvais. Je trouve qu'il était bon, il avait une bonne, je sais que c'est pas le meilleur des Wolverine et des X-Men, je sais très bien, ni le meilleur des Marvel, mais la fin m'a laissé sur ma faim, et c'est dommage, parce que j'ai trouvé le film pas spécialement mauvais. En numéro 2, The Dark Knight Rises. Alors, je sais que The Dark Knight Rises, c'est quand même une belle torture. Moi, en soi, j'avais été assez déçu de la fin du 2, de The Dark Knight, à savoir, ça se terminait sur Harvey Dent et non le Joker. Moi, j'aurais préféré justement une fin différente, avec une fin vraiment un peu plus épique, parce que bon, le Joker qui termine pendu par une jambe, surtout que c'était la dernière performance des Sledger, ça fait mal de se dire que le film se termine là-dessus. Je sais très bien que le troisième volet aurait dû se concentrer sur le Joker, justement, même si c'est, dommage, malheureusement, hein, paix à ton âme, Ace, hein, voilà. Et le truc, c'est que la fin du 2 se termine de façon assez philosophique, où en mode, voilà, il se barre pour esquiver les flics, il porte le chapeau pour se faire passer pour le méchant. Mais alors la fin du 3, mais c'est le rush qui a été rushé, quoi. C'est en mode, bon allez, on défonce l'armée de Bane, on s'occupe de Talia, donc voilà, Marion Cotillard, qui nous a encore réservé une mort absolument épique, comme elle nous l'a fait dans Inception. Je trouve que sa mort dans Inception est encore plus grotesque que celle de The Dark Knight Rises. Regardez Inception, regardez la façon dont elle est mise à mort, c'est juste pathétique. Et donc la fin de The Dark Knight Rises, c'est Batman qui est fatigué, qui en a marre, comme nous, hein. Il est à bout de force, il dit bon allez c'est bon, allez vas-y lâche l'affaire, je prends la bombe, je me barre dans l'océan et je vais péter avec la bombe, quoi. D'accord, ok, alors on croit tous qu'il est mort et c'est ce qu'on voudrait finalement. Voilà, il y a une mort de Batman, où il meurt en héros, puis après il y a Robin qui prend la relève, pourquoi pas, sauf que non, il survit, on le retrouve à la fin sur une terrasse de café, tranquille, en train de chiller, puis comme par hasard évidemment, Alfred qui le croise, hein, qui fait style, ah là, vous vous rappelez de ce qu'on a dit, hein, si je vous croisais au bistrot, je bronchais pas. Hein. Bref, cette fin était... C'était une fin qui était rushée, une fin qui était facile. On sentait bien que Christopher Nolan, comme tout le monde, était à bout de force. Fallait conclure de façon gentille, etc. Ça n'a pas fini de la façon épique dont ça aurait dû finir. Pour moi, c'était vraiment une grosse déception. Et franchement, j'en attendais un petit peu plus quand même pour une saga qui est aussi épique que le Batman de Nolan, même si, à titre personnel, je n'aime pas cette trilogie de Batman. Du moins depuis que j'ai vu Batman vs Superman et The Batman. J'assume. Et enfin, pour terminer, pour moi, le bon film qui comporte la fin la plus merdique que j'ai jamais vue. Enfin, c'est une fin, je veux dire, faut la souligner, parce qu'on parle d'un film qui est vraiment très réussi, qui fait l'unanimité, et que je reconnais, un film que je reconnais qui est très bon, qui m'a procuré un tas d'émotions, puis pas forcément, un tas d'émotions positives d'un point de vue, ah ouais la vache, le film est génial, mais des émotions négatives en mode, ah oui, ça craint, c'est chaud, c'est La Guerre des Mondes. Je me rappellerai toujours de la scène où on voit justement les premiers tripodes qui arrivent dans la ville, qui désintègrent tout le monde, enfin terrifiante cette scène, la scène où Tom Cruise est confronté à cette catastrophe où il doit s'occuper de ses gamins, la scène où le quartier a été littéralement pulvérisé par un crash d'avion, le passage de l'Exode, terrifiant, où il est avec sa bagnole et il y a tout le monde qui essaye tous les malheureux, les esselés qui essayent de lui piquer la bagnole, le mec là qui explose la vitre et qui arrache le pare-brise avec ses mains, mais ça m'avait... choc-barre, quoi. J'étais sur mon siège, j'étais en mode non, qu'est-ce qui se passe là? J'estime qu'un des plus gros défauts du film, c'est de nous avoir embarqué dans cette histoire avec Tim Robbins, c'était beaucoup trop long, c'est-à-dire le mec est complètement maboule, qui est dans son monde, etc. Ça, je trouvais que c'était un petit peu trop, ils auraient pu nous passer de ça et nous montrer autre chose, mais le truc qui me le gonfle le plus, c'est cette fin rushée, en mode où ça y est, alors les extraterrestres,
Vous voyez, ils étaient super forts, hein. Voilà, ils étaient se planquer sous la terre, ils attendaient le bon moment pour sortir, ils ont tout prévu, sauf les maladies, quoi. Et donc, ils crèvent d'une maladie. Et c'est pas genre, c'est un truc qu'on apprend au milieu du film. Non, non, c'est ce qu'on apprend dans les 5 dernières minutes. Les 5 dernières minutes, on voit que le truc est en train de crever, enfin, tous les machins qu'il lâche dans la nature, et on voit les robots, ils sont malades, il y a les oiseaux qui se posent dessus, il y a plus de protection. Qu'est-ce que c'est que cette fin, quoi? Donc, il y a les militaires qui servaient à rien jusque-là, qui tout d'un coup, bah ça y est, maintenant sont utiles, vu qu'ils peuvent pulvériser les aliens, et on a cette fin, voilà, où ils tirent au bazooka sur le bordel, voilà, il s'écroule, et puis on comprend, bah, il y a l'alien, il sort, là, il sort sa patte, et il meurt. Et à la fin, bien sûr, happy end oblige, Tom Cruise qui porte sa fille, qui se ramène devant ses beaux-parents, je sais pas quoi, le reste de sa famille. Ils sont tous là, y compris le gamin qui était censé normalement avoir fini désintégré par les extraterrestres quand il l'avait laissé voilà, se sacrifier avec tous les soldats. Mais qu'est-ce que c'est que cette fin? Et je pense qu'on a tous été choqués sans vouloir le dire, sans vouloir l'assumer, mais on peut le dire maintenant. La fin de la guerre des mondes est complètement ratée, complètement naze. Et ça, pour moi, c'est impardonnable, parce que le film était bon, très bon, et se terminer là-dessus, vraiment, c'est comme si vous preniez... C'est comme si vous faisiez votre meilleure course de votre vie, vous arrivez à battre votre record, vous passez les 30-35 minutes, 1 heure de course, alors qu'avant vous étiez naze, et à la fin, juste avant d'arriver à la ligne d'arrivée, voilà, avec tout le monde derrière, vous prenez les pieds, je sais pas, sur une canette, sur une peau de banane, et c'est comme ça que ça... Enfin, pour moi, ce film finit de la même façon, quoi. C'est vraiment... C'était juste triste, dommage et frustrant. Et je vous avoue, quand cette fin s'est terminée, j'étais comme ça. Et je savais pas trop quoi en penser, parce que tout le monde disait « Oh, la guerre des mondes, c'est génial, machin », mais avec le recul, les gars, on est obligé de reconnaître que cette fin était naze. Voilà, ça ira pour aujourd'hui les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, évidemment, à liker la vidéo, à vous abonner si vous kiffez le format, et surtout, je le répète encore une fois, donnez votre avis dans les commentaires. J'ai besoin de savoir quelle est votre fin, qui est pour vous la plus foirée. Et je veux que vous me disiez, surtout, si vous êtes d'accord, pas d'accord, bref, lâchez-vous l'espace commentaire. Non seulement il est fait pour ça, et surtout, il est fait pour vous. Plein de bisous à tous, prenez bien soin de vous, ciao.